Jade Bruno, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour la première fois, on va recevoir la Corriveau ce samedi 13 janvier. Dis-moi, quelle est l'histoire de la Corriveau et sous quel angle vous allez la présenter? Quand on parle de la Corriveau, souvent les gens connaissent la légende. La sorcière qui a tué ses 7 maris de 7 façons différentes. Mais souvent, on oublie que cette femme-là a vraiment existé au Québec. Il y a vraiment une femme derrière le personnage fantastique. En fait, dans les faits, Marie-Joseph Corriveau, c'était pas une vieille sorcière au dos courbé avec une verrue sur le nez, pas pantoute. C'était plutôt une femme de 30 ans qui a eu un premier mari avec qui elle a eu 3 enfants. Et suite aux batailles sur les plaines d'Abraham, Charles Bouchard, son premier mari, est décédé. Là, on est en 1763. C'est pas une époque à laquelle les femmes pouvaient être monoparentales avec la vie de l'époque. Donc, elle a dû rapidement se recaser avec un voisin, Louis Daudier. Tout le monde savait dans le village que Louis Daudier était un homme quand même, je dirais, colérique. Il s'entendait pas bien avec tout le monde, même avec le père de la Corriveau. Il y avait un petit peu de la bataille. Et un jour, on retrouve Louis Daudier mort dans sa grange. Tout de suite, on accuse le père de la Corriveau. Mais rapidement, le père va se confesser et va dire « c'est pas moi, c'est ma fille ». Il va trahir ou vendre sa fille en bon québécois. Et on est au début du régime britannique. Le procès de la Corriveau se passe tout en anglais. Elle comprend pas les questions qu'on lui pose. Les jurés comprennent pas ses réponses en français. Elle va être condamnée, déclarée coupable, fouettée, pendue, accrochée dans une cage de fer au cœur de la ville de Québec. Suite à ça, il y a eu du bouche à oreille et là, c'est devenu une légende qui a marqué notre folklore québécois. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est assez facile de deviner que cette femme-là était probablement victime de violences conjugales. Dans les quelques écrits qu'on a retrouvés, nous, on s'est fié dans la création du spectacle à un livre qui a été écrit par Catherine Ferland et Dave Corriveau, 2 historiens qui ont tous retracé les faits et gestes de l'époque. Il n'y avait pas encore de presse écrite, donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et aujourd'hui, c'est assez évident que cette femme-là vivait de la violence conjugale et que c'était un cas de légitime défense. Avec la pandémie, les chiffres de violence conjugale qui montaient dans le tapis, les féminicides qui s'accumulaient, nous, on a eu envie de parler de ça. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas le faire à travers le sujet de la Corriveau, la soif de la Corriveau et d'en faire un théâtre musical qui s'appelle La Corriveau, la soif des corbeaux, pour avoir à travers tout ça un petit peu de lumière, un petit peu de fantaisie, un petit peu de magie, parce que c'est un sujet très difficile à aborder, mais grâce à la musique, à la poésie, on peut parler de presque tout. Ça devient universel. Pourquoi l'histoire de la Corriveau a marqué l'imaginaire selon vous? Je pense que quand on est une femme, encore aujourd'hui en 2023, quand on porte plusieurs chapeaux, quand on a de l'aplomb, quand on a des opinions politiques, quand on se prononce, des fois ça peut déranger. Imaginez en 1763. Dans ce qu'on lit, dans ce qu'on se souvient de la Corriveau, c'était une femme qui allait allumer des feux de grève au bord du fleuve pour avertir l'autre rive qu'on apercevait des bateaux. Elle était très impliquée, elle avait des opinions. C'était, semble-t-il, une femme qui avait beaucoup de charisme, qui dérangeait peut-être par son aplomb, sa confiance en elle. Je crois qu'elle a servi d'exemple pour les Britanniques qui arrivaient ici pour imposer l'ordre, faire peur au peuple québécois. Et malheureusement, des fois la jalousie, des fois l'incompréhension, des fois la peur, ça peut faire des choses difficiles aux humains. Et je crois que cette histoire-là s'est déformée de bouche à oreille et on en a fait une sorcière et en quelque part un symbole féministe très fort. La cage de la Corriveau. Je vais vous montrer une petite image. Checkez bien ça, là. La cage de la Corriveau, souvent on imagine une cage d'oiseau. Une cage comme dans laquelle on mettrait un oiseau ou un lion en cage, mais c'est pas du tout le cas. La cage de la Corriveau, c'était vraiment en forme de gibet, en forme de corset de fer. On l'a accrochée morte dans cette cage-là, puis on l'a laissée pourrir au cœur de la ville. Et dans la culture populaire, on a retrouvé le symbole de la cage de la Corriveau dans toutes sortes d'œuvres. Par exemple, dans le film Le 5e élément, avec Bruce Willis, au tout début, quand Lilou tombe dans le taxi,
elle est pas beaucoup habillée, là. Elle est presque tout nue, puis elle porte juste des petits morceaux qui cachent juste ce qu'il faut. Mais ça, par exemple, c'est un clin d'œil à la cage de la Corriveau. Il y en a plein des trucs comme ça dans la culture populaire. Et c'est étonnant, parce que la Corriveau a pas choisi sa cage. Elle a pas choisi sa sentence, mais elle est quand même devenue un symbole féministe, militant, malgré elle. Donc, il y a quelque chose de cette femme-là qui a marqué le Québec, puis il faut en être fier, il faut ramener les pendules à l'heure et remettre la lumière sur les vrais faits. Pourquoi avoir traité de ce sujet-là sous forme de théâtre musical? Ça, c'est une bonne question. Nous, au Théâtre de l'Œil ouvert, Simon Fréchet-Daou, moi, Marc-André Perron, Geneviève Baudet, Audrey Thériault, Félix Léveillé, qui sommes tous les créateurs du spectacle, on s'est vraiment donné comme mission de créer des œuvres de théâtre musical originales parce qu'au Québec, c'est rare, il y en a pas beaucoup. On fait beaucoup d'adaptations américaines où on adapte des pièces en musical, mais des œuvres originales écrites avec la forme théâtre musical, il y en a pas beaucoup, c'est très rare, on les compte sur les doigts de nos deux mains. Alors nous, on s'est donné cette mission-là et on essaie aussi de le faire en se disant on va mettre de l'avant des femmes. On va essayer de faire des shows qui sont engagés et qui mettent de l'avant des enjeux féministes, des personnages féminins forts ou qui donnent la place à des créatrices, à des metteurs en scène, des compositrices, des autrices, qui leur donnent l'espace pour créer des œuvres contemporaines. Donc ça, c'est un petit peu notre mission artistique puis notre petit post-it mental là, qui est toujours ici en arrière. Ce qui est formidable avec la Corriveau, c'est que aborder une histoire aussi tragique qui est de l'ordre de cauchemar, là, c'est vraiment terrible, c'est pas facile. Et avec la musique, avec le mouvement, avec la poésie, avec les voix, c'est comme si on devient multilingue et on peut s'adresser à un très, très large public. Il y a des gens qui s'accrochent aux mots, d'autres au corps, d'autres à la musique. Puis dans un théâtre musical, bien, on parle toutes les langues, donc on peut réussir à faire passer des messages vraiment plus grands que nous. Puis je pense que c'était un peu ça notre volonté avec tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité. On avait envie de rendre les arts vivants essentiels et de faire un spectacle qui allait pouvoir avoir un impact au-delà de la salle, que les gens puissent retourner à la maison, discuter, échanger dans l'auto, dire « Hey, wow, toi », et surtout donner envie aux spectateurs de prendre soin de toutes les femmes qui les entourent, de nos mères, de nos voisines, de nos sœurs, de nos grands-mères, de nos blondes, de nos filles. C'était un peu ça, la volonté. Tu signes aussi la mise en scène. Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confrontée? Ça, c'est une autre bonne question. Pour moi, faire de la mise en scène et jouer dans le spectacle, c'est comme le rêve. C'est un gros défi. Il faut avoir beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie. J'en ai. Mais c'est sûr que c'est un gros défi. En même temps, c'est le meilleur des deux mondes parce que ce que j'imagine dans ma tête quand je pense au spectacle, je peux le porter moi-même sur scène après. Donc ça, c'est merveilleux. Mais c'est sûr que dans le cas de la Corriveau, c'est un spectacle de 2 heures avec 26 chansons originales, avec 8 comédiens, 3 musiciens. C'est un spectacle choral. Les acteurs sont sur scène de A à Z. Il y a presque pas de sortie en coulisses. C'était un gros défi, autant pour la metteuse en scène que pour la comédienne. Mais c'est une équipe tellement tissée serrée, avec beaucoup de cœur au ventre. Et les interprètes et les musiciens qui ont plongé dans l'aventure avec moi ont embrassé le sujet à bras-le-corps et ça m'a donné beaucoup de courage et d'énergie. J'ai l'impression que ça a été bien facile finalement. Même si c'est une immense aventure, c'est une grosse production, c'est un gros spectacle, mais il y a quelque chose qui a été comme d'une traite. J'ai envie de dire, on a fait comme « et c'est parti » et on est arrivé. Fait que ça a été difficile et facile en même temps. C'est vraiment une belle aventure. Puis le meilleur est encore à venir. On a présenté le spectacle l'été passé dans 3 villes du Québec, à Joliette, à Sainte-Agathe-des-Monts, à Victoriaville, une série de 25 représentations. La réaction a été dithyrambique. On a repris le spectacle cette année. On a présenté à Québec, Montréal, Joliette encore une 2e fois, Victoriaville une 2e fois. Les gens sont encore au rendez-vous. Les spectateurs nous disent « Je l'ai vu 2 fois, 3 fois, j'ai acheté le CD. » Il y a quelque chose de magique. Moi, j'ai vécu ça juste une fois dans ma vie avant la Corriveau et c'était sur le spectacle Les Belles Sœurs
quand j'ai joué dans Belle-Sœur, je remarquais le public qui chantait les chansons, qui pleurait encore, qui sortait leur Kleenex. Il y a quelque chose qui raconte notre histoire. C'est nous autres, c'est nous, c'est notre langue, c'est notre histoire québécoise, c'est l'histoire de nos mères, de nos grands-mères. Puis ça a pas de prix. Donc, c'est comme si ça nous a propulsés tout au long de l'aventure. Puis là, on s'apprête à parcourir les routes du Québec. On va aller partout. Puis on commence à Saint-Hyacinthe. On est tellement excités que cette histoire-là puisse se rendre à tout le monde. Et surtout, en plus, bonne nouvelle, on a sorti l'album avec les chansons du spectacle, disponible sur toutes les plateformes. On peut se procurer l'album après le spectacle. Et les chansons sont une grande partie de la richesse et du succès de ce show-là. La musique est grandiose. Les mélodies signées Audrey Thériault sont plus grandes que nature. Puis je pense que ça peut durer longtemps dans le temps, bien après le spectacle. Je pense que ça a le potentiel de marquer les esprits. Jade Bruno, merci beaucoup. Hey, tout le plaisir est pour moi. Je pourrais parler toute la nuit.